Avant de vous présenter de nouvelles curieuses similitudes, une rapide explication est nécessaire. Puis Gad, qu'est-ce qu'il fait? Il vole pas vraiment des jokes, il vole l'essence. Non, Fait que, il vole l'observation, genre. Son génie, c'est qu'il vole quelque chose, mais il le modifie assez qu'un an après, tu remarques même plus que c'est volé. Que veut dire Mike Ward ici? Disons qu'inventer une blague serait comme créer un personnage de dessin animé. Si vous reprenez la chose à l'identique, c'est un plagiat évident. Facile à voir. Mais parfois, l'idée peut être modifiée pour ne plus complètement ressembler à la version d'origine. Vous pouvez par exemple l'améliorer, ajouter des détails, inverser un peu les choses, modifier l'apparence, ou même la changer d'époque ou de lieu. L'habillage est modifié, mais l'essence est toujours là. Pour une vanne ou un sketch, c'est pareil. C'est ce que nous appellerons une gaderie. Pour bien comprendre, voici une première gaderie facile à voir. Ici, l'essence de la blague réside dans le fait que le problème soit très éloigné de la réalité, voire qu'il n'ait aucun sens, et que le problème soit incompréhensible même pour un adulte. D'un côté, on a... Pierre remplit la baignoire 1/3 fois moins que Jean, qui lui l'avait remplie 2 fois plus que Jacques. C'est complètement idiot, parce que dans la vie, tu fais jamais ça. Je peux jouer à Nintendo? Non, d'abord, on fait le problème. Mais Jacques a utilisé 1/3 de l'eau déjà utilisée par Jean. En plus, ils sont dégueulasses, ils se lavent dans le même bain. Ah bon? Alors, combien de mètres cubes Jean et Jacques ont-ils gaspillé? Bah tiens, va jouer à la Nintendo parce que j'ai besoin de calme, tu vois. Ouais, c'est vrai, parce que là, c'est un problème. Et quelques années plus tard... Et toi, mon fils, c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Malgré une approche un peu différente, on retrouve bien l'essence du sketch. Le reste n'est que du détail et de l'habillage. Vous venez de découvrir votre première gaderie. Voici d'autres gaderies faciles à déceler. La vanne suivante parle de la difficulté de lire des romans et de la surprise de découvrir un personnage qu'on n'a pas vu venir dans les pages précédentes. Tu lis et sans t'en rendre compte, en fait. En même temps que tu lis, tu commences à penser à autre chose. En fait, tu es là, tu lis, comme ça, tu tournes les pages et tout. Tu es là, en même temps, tu fais, ouais, ça serait bien que je fasse ça la semaine prochaine, c'est pas mal. Tu lis pendant un bon moment, ça, puis là, d'un coup, tu es là, Franck? Qui c'est ce mec? Allez, je recule de 10 pages, allez. Moi, j'arrive pas à lire de toutes les manières. J'arrive pas à lire des bouquins. Des fois, je lis, je vois. Jean-Baptiste, là, regardez, j'ai d'où il sort Jean-Baptiste. Il n'y avait pas Jean-Baptiste au début. Un style un peu différent, mais la vanne est identique. Et pour finir avec les gaderies les plus simples, ici la blague peut se résumer par un père qui frappe ses enfants à l'arrière de la voiture, tout en conduisant et en regardant la route. Puis pour nous calmer, mon père appliquait la technique de nous squeezer les jambes par en arrière de même en chauffant. Là. Hey! Il squeezait Jaurès du revers. Hey! Là, t'étais de même en arrière. Mais il était tellement performant, il y avait une auto manuelle. Il nous squeezait en one-timer sur la 2 puis la 4. C'était comme 1, 2, 3, T'es énervé avec les enfants qui sont derrière dans la voiture. Les pauvres, ils ont rien fait. Ils bouffent des pépitos et tu t'énerves avec eux. Et ils pratiquent ce frappage approximatif et rotatif des pères dans la bagnole. Ça suffit, là-haut! Quand on était petit avec mon père, tout le monde prenait des coups. La nounou, la babysitter, ma tante, les amis. Les pépitos de Gad ou les cabrioles de Louis-José Houd ne sont pas les éléments principaux ici, évidemment. L'essence de la blague est encore une fois la même. Maintenant que vous avez l'œil aiguisé, passons au niveau des gaderies plus poussées. Ça va être de plus en plus beau à voir. Dans l'extrait suivant, Dave Chappelle explique qu'il rêvait d'emmener ses enfants à Disney, que les employés du parc l'ont reconnu devant ses enfants et lui ont gâché son moment, et qu'il a fini par confronter Mickey. I went to Disney World with my kids, which is a big deal for me. I don't get to see my kids so much. This particular day, I got to hook up with the kids. We went to Disney World. Everybody at the park. Fucking everybody. Hey! Hey! Rick James, bitch!
Even Mickey Mouse did it. I said, this is the most unprofessional shit I have ever seen in my life. Rick James, bitch. Oh, I was fed up. I caught that motherfucker with an uppercut. Pop! Depuis qu'il est né, ce môme, je rêve de l'amener voir Mickey. J'étais fier. On voit Mickey arriver comme ça, petit à petit, devant nous. Quelle émotion. Sauf que Mickey est arrivé à 20 cm de nous, il s'est arrêté et on a entendu une petite voix qui est sortie du masque de Mickey et qui a dit « Oh, trop fort, Gad Elmaleh, je peux avoir un autographe !» Donc c'est n'importe quoi. Hein. Pourquoi tu parles devant le petit? Putain, il s'est pris une leçon. C'est fou. Apparemment, à quelques mots près, tout le monde a la même vie que Dave Chappelle. Une vanne où un humoriste très célèbre emmène ses enfants à Disney et où l'employé jouant le rôle de Mickey sort de son personnage pour interpeller la star et ainsi gâcher le moment de l'enfant. C'est peut-être pas encore assez précis. Passons à la merveille des merveilles. Reprendre toute l'essence d'un sketch à un des plus célèbres humoristes américains, moins de 4 ans après sa création. Ici, Louis C.K. vient d'emménager dans un immeuble très bourgeois de New York. Il est habillé de manière très débraillée et il dénote avec le cadre très huppé. Une personne en droit d'être présente l'interpelle. L'humoriste fait semblant de ne pas être à sa place ici. Une autorité est sollicitée et cette autorité finit par confirmer que l'humoriste est en droit d'être présent. La seule différence, l'immeuble bourgeois de Louis C.K. est devenu une classe affaires en avion. Une simple transposition. Savourez. My first week in the building about a year ago, I went down to the courtyard for the first time, and I didn't look too good, you know? It was a Sunday morning. That's my least presentable hour. Il y a pas longtemps, j'ai pris un avion pour aller aux États-Unis, j'étais en première classe. Je rentrais dans l'avion comme ça, tu vois, et puis j'étais habillé de manière très très détente, tu vois. Survêtements, basket, casquette. And then there's this guy looking at me. He's looking at me like, I could tell he was thinking I don't live in the building. He thinks I just wandered in off the street. Et là, il y a un monsieur qui me regardait, tu vois, qui me regardait un peu de haut, comme ça, il était un peu... Et je sentais qu'il me jugeait. Je sais pas si j'étais parano ou quoi, et j'ai décidé, je me suis dit, je vais installer, comme on dit en anglais. Je vais me foutre de sa gueule, je vais pas le lâcher, il va se rappeler de moi toute sa vie, ce mec. And I'm trying to look even more gross, and I'm like, pulling up my shirt. Et là, j'ai commencé à agir comme si j'avais jamais vu ça de ma vie, la première classe. J'ai fait waouh, waouh, c'est super ici, c'est mieux que là-bas. He comes over, says, excuse me, do you live in this building? And I said, no. Et là, je lui ai montré mon siège, celui que j'avais payé. J'avais le carton d'embarquement. Je lui ai dit, je peux m'asseoir là ou... Il me dit, ben non, si vous êtes pas en première classe, c'est pas possible. Je dis, je ne dis rien, que j'en ai un fou, t'en arrête. He's, no, and he goes over to the doorman, and I see him talking about me to the doorman like this. And then I see the doorman going, oh no, that guy lives here. That's okay. Il a appelé l'hôtesse. Il lui a dit, je pense que ce monsieur ne voyage pas en première classe. Elle lui a dit, c'est bon, il voyage en première classe. Fascinant, non? Même situation, même structure, mêmes enchaînements, même personnage, c'est la gaderie parfaite. Poursuivons. Dans ce sketch, le Québécois Martin Petit parle des poissons qui, pêchés puis relâchés, doivent vivre une expérience assez incroyable. Il se met dans la peau du poisson qui raconte l'expérience aux autres poissons, avec pour preuve la blessure qu'il a à la bouche à cause de l'hameçon. Qui ici croit qu'à quelque part, il y a des extraterrestres? Bon. Non, mais c'est ça, il y a du monde qui y croit pas. Mais moi, ça me fait penser, tu sais, quand tu vas à la pêche, là, tu pêches, tu pognes un petit poisson. Tu sais, c'est un peu la même affaire parce que, tu sais, qu'est-ce que tu fais? En général, tu enlèves l'hameçon, tu le rejettes à l'eau. Bon. Mais lui, là, quand il retourne dans le lac, qu'est-ce que tu penses qu'il dit aux autres poissons, lui? Hein? La même affaire! Lui, il retourne dans le lac, il fait comme, hey man, faites kidnapper par un extraterrestre. Je te jure, je me promenais un matin, poisson relax. Là, il y a un rayon de métal qui me pogne la gueule. Là, ça m'amène dans un vaisseau d'aluminium qui flotte sur l'eau, qui est d'une technologie que je ne comprends pas, OK? Et là, à l'intérieur, il y a 2 extraterrestres avec 2 chemises carottées puis une bouteille brune, puis... Puis là, ils ont fait des tests sur moi, puis ils m'ont rejeté à l'eau. T'as-tu des preuves? Ben oui, check! Martin Petit intégrait ce passage à son sketch qui parlait d'enlèvement par les extraterrestres. Mais cela n'est pas indispensable au sketch. En tout cas, ça fonctionne aussi sans cet élément, apparemment. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que le poisson qui s'est fait pêcher puis relâché, c'est à lui que revient la responsabilité d'aller voir les autres poissons et de les avertir et de leur dire, les gars, ils m'ont défoncé la gueule. Non, j'étais en train de nager, tranquille. J'ai vu un verre de fou furieux, j'avais faim, j'ai rien mangé de la journée, putain.
C'est quoi, j'ai mordu dedans. Mon frère, je suis monté à une de ces vitesses. J'ai rien compris. Je montais, les autres, ils me regardaient. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sorti de l'eau. Moi, je suis jamais sorti de l'eau. Truc de malade. Je suis sorti de l'eau, je commençais à voler, j'ai attaché un fil, je comprenais rien. Comment ça me faisait mal, j'avais l'impression qu'ils allaient m'arracher la bouche. J'ai atterri sur un bateau, des nanas en string, le champagne, la musique, vas-y. Dans cette gaderie, les deux humoristes font une prestation pour une œuvre caritative. Elon Gold parle des complications qu'il y aurait à avoir un sapin dans la culture juive. Quelques détails diffèrent, mais tout est là au final. Les termes hébraïques seront traduits au mieux ici pour rendre le sketch le plus accessible au plus grand nombre. But here's the main reason why I'm so happy that Christmas trees aren't part of our traditions and our holidays. If it were, there would be 1,000 rules and regulations regarding the tree. And it would just be chapters and chapters of rabbis arguing about how you shecht the tree, where to shecht it, when to shecht it, if it has a blemish, can you even shecht it at all? What kind of tree must it be? Well, it cannot bear fruit because that would be destroying future food. Si les Juifs on avait le sapin, il y aurait une halakha de fou autour du sapin. La shechita du sapin. Comment tu coupes le sapin? Parce que c'est Etz ou Adama. Il pousse de la terre, on danse, c'est un arbre. Le sapin, c'est l'homme. And when decorating the tree, and this is crucial, you must string the lights right to left, but light them left to right. Tu t'imagines si les Juifs on avait le sapin, la guirlande. La guirlande, il y aurait un sens, le téfiline du sapin, ça te reviendrait le plus. And if, God forbid, if one of the bulbs is out, the whole string's no good. Les vrais datim marocains qui te diraient, tu es dans une guirlande, si une boule elle est cassée. Si une boule elle est cassée, la guirlande elle ne vaut plus rien du tout. And once the tree is lit, you cannot derive any benefit from the light of the tree. Don't derive any benefit from the smell either. And chas v'shalom, should a stem break off, the whole tree is garbage. But you can't just throw it out. You got to chop it down, save it for next year's chach on Sukkot. Le rabbin nous aurait fait tout un truc en disant, j'ai entendu, chas v'shalom, dans notre communauté, qu'il y a des gens, ils ont utilisé le sapin pour faire la soukha. Enfin, un petit bonus pour la route. N'ayant à ce jour trouvé aucun plagiat en ce qui concerne Kev Adams, ni même reçu aucune information viable à ce sujet, on peut s'interroger sur la provenance de cette vanne dans le show que Kev Adams a joué et écrit avec Gad Elmaleh. Everybody says that Mark Zuckerberg is a genius, but I don't think so. I heard that he bought Instagram for $1 billion. That's very stupid because everybody knows that it's free on the App Store. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, un truc de fou. Il paraît que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a acheté Instagram pour $1 milliard. Ouais, je sais, j'ai lu. Bah, il est complètement con. Moi, je l'ai eu gratuit sur l'Apple Store. Ouais. C'est un maître du vol, tu sais. Ouais. Et avec ça, ben, ça va se propager pas mal plus. Il y a les fans à Gad qui vont faire mais Gad, la façon il fait, c'est plus drôle.